Donc bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, on va étudier ensemble la détente de Joule Kelvin ou détente de Joule Thomson, c'est pareil, hein, Monsieur Thomson a été anobli en Lord Kelvin, donc c'est la même personne. Donc en quoi consiste cette détente, contrairement à la détente de Joule et Gay-Lussac? Ici on a un fluide en fait qui va circuler dans une canalisation. Cette canalisation va être horizontale, elle va être rigide, et elle est aux parois calorifugées. Donc voilà cette canalisation. Et de plus, on a une paroi poreuse qui va permettre la diffusion lente du fluide. Ça va être important, la notion de lenteur. On verra tout à l'heure qu'on en a besoin. Donc si on veut représenter un petit peu cette détente, vous avez une canalisation qui est horizontale et vous avez au milieu une paroi poreuse qui permet la diffusion du fluide. Les parois sont calorifugées, vous n'avez pas de transfert thermique et on a un écoulement qui se fait par exemple de la gauche vers la droite. Ça c'est pas très important, donc on a un écoulement qui se fait. Donc on va s'intéresser un petit peu à la manière dont est modifiée les variables d'état. On va noter très en amont de la paroi poreuse les variables d'état P1, T1. On va noter P2 et T2, les variables d'état en aval de cette paroi poreuse. Donc la dernière chose, avant de discuter un petit peu des différents paramètres dont on a parlé avant, il faut préciser que l'écoulement est de plus stationnaire. Ça, on va en avoir besoin. Donc je vous rappelle que stationnaire, ça veut dire que les variables ne dépendent pas du temps, tout simplement l'état du fluide en une position donnée, attention, ne dépend pas du temps. Je n'ai pas dit que c'était homogène, c'est stationnaire. Ça veut dire que les variables d'état ne vont pas dépendre du temps, par contre, ça peut dépendre de la position dans l'espace. Donc, on a plusieurs mots qui sont importants. On a le mot horizontal, la canalisation est horizontale. Donc, comment on doit traduire le fait que la canalisation est horizontale? Eh bien, on n'aura ici pas de variation d'énergie potentielle, de pesanteur. Chose qu'on aurait pu avoir si on avait une canalisation avec une pente. Pas de variation d'énergie potentielle de pesanteur. Le deuxième mot important dans ce que j'ai écrit avant, c'est le fait que la diffusion est lente. Comme la diffusion est lente à travers la paroi, on va pouvoir considérer une diffusion lente, on va pouvoir considérer qu'il n'y a pas de variation d'énergie cinétique, ou tout du moins qu'elle est négligeable, pas ou peu de variation d'énergie cinétique. Donc ça, c'est important. On va en avoir besoin également lorsqu'on va écrire le premier principe. Et ensuite, vous avez des parois qui sont calorifugées. Donc le fait que les parois sont calorifugées, ça indique que Q égale 0 au niveau de ces parois-là. Et en plus, on a des parois qui sont rigides sur les côtés. Donc là, il n'y aura pas de travail des forces de pression au niveau des parois également extérieures. D'accord? Donc là, il y a travail des forces de pression qui est nul. Ça, on va y revenir tout à l'heure quand on va écrire le premier principe. Donc ici, pour la première fois de notre cursus de thermodynamique, on rencontre ici un problème avec un système qui est ouvert. D'accord? Donc ce qui change concrètement beaucoup de choses, comme on va le voir. Ici, on a un système ouvert puisqu'on a un écoulement d'un fluide. Donc évidemment, le système ne peut pas être considéré comme fermé, mais on a un système ouvert. Mais vous allez voir qu'on va réussir à se ramener à un système fermé. Donc on a un système ouvert, ici. Or, le premier principe ne s'applique qu'au système fermé. Tout comme les lois de Newton en mécanique. La physique, les lois de la physique ne s'appliquent qu'au système fermé. Voilà. Donc, le premier principe ne s'applique qu'au système fermé, donc c'est un problème. Donc évidemment, on va devoir se trouver une petite astuce. Et donc l'astuce obligatoire, c'est de définir un système fermé. Mais on va définir en fait un système fermé. On définit un système fermé. Je vous rappelle qu'un système fermé est un système de masse constante.
mais qui se déplace au cours du temps, hein, dans le sens de l'écoulement. Vous allez voir que ce système fermé, on ne va pas le choisir n'importe comment, qui se déplace au cours du temps dans le sens de l'écoulement. Et ça, on parle de volume de contrôle. Vous verrez l'an prochain, pour ceux qui feront de la mécanique des fluides, ça s'appelle un volume de contrôle, tout simplement, ici. Donc voilà ce qu'on va faire. On va définir un système fermé de masse constante et qui va se déplacer au cours du temps. Donc maintenant, considérons l'état du système fermé entre deux instants. Tout simplement, un t et t plus dt. Donc je reprends ma canalisation, j'ai la paroi poreuse, et vous allez voir qu'on va définir le système de manière astucieuse à l'instant t et à l'instant t plus dt. Donc à l'instant t, comment est défini mon volume de contrôle? Mon volume de contrôle est défini par une portion qui contient la paroi poreuse. Donc cette portion, je vais l'appeler ABCD. Donc voilà le volume de contrôle à l'instant initial. Donc ça, c'est en violet. Donc on va l'appeler sigma i, comme étant le système à l'instant t. Et à l'instant t plus dt, évidemment, comme le système est en écoulement, eh bien le volume de contrôle va se déplacer. D'accord? Donc je remets la paroi poreuse exactement au même endroit. Je remets en pointillé l'endroit où se trouvait le système à l'instant t. Et à l'instant t plus dt, je vais changer de couleur, je vais passer en bleu. Le système va s'être déplacé un petit peu. Évidemment, je prends deux instants très proches. Donc ça, je vais l'appeler sigma f. Donc ça, c'est à l'instant t plus dt. Évidemment, la quantité de matière est la même dans les deux systèmes, c'est le principe d'un système fermé, mais le système se déplace. Et donc cette fois-ci, je vais appeler A', B', C' et D', eh bien, le système à l'instant t plus dt. Alors pourquoi est-ce que ça va nous aider? Vous allez voir qu'en fait, ça va être très astucieux, ce qu'on a fait ici, parce qu'il va y avoir une partie qui va être commune aux deux systèmes, et une partie qui va pas être commune aux deux systèmes. Donc finalement, à l'instant t, on va découper notre système en deux. Le système, sigma i, se décompose en deux parties. Donc comment je décompose mon système? Eh bien, je prends la partie qui va exister uniquement dans le système 1, ça je vais l'appeler sigma 0, et je vais avoir une partie qui va être un petit peu commune aux deux. Vous allez voir, hein, c'est la partie qui est ici que je vais colorier en vert, qui est cette partie-là, qui est bien commune aux deux. Ça, je vais l'appeler sigma 1. D'accord? Celle-ci, elle est absolument commune aux deux systèmes. Et pour le système 2, je vais faire pareil, je vais garder le même sigma 1, qui va jusqu'à la partie violette. Sauf que cette fois-ci, c'est sigma 1 de t plus dt. Ça, c'était sigma 1 de t. Ça, c'était sigma 0 de t. Et j'ai une deuxième partie, qui est cette partie-là, qui est uniquement existe dans l'état à l'instant t plus dt, que je vais appeler sigma 2 de t plus dt. Donc finalement, si je symbolise un petit peu, on a sigma i qui est égal à la réunion de sigma 0 de t plus sigma 1 de t. Et on a sigma f, le système dans l'état final, qui est la réunion de sigma i1 de t plus dt, cette fois-ci, plus sigma 2 de t plus dt. Donc voilà un petit peu les deux systèmes ainsi décomposés dans l'état initial et dans l'état final. Et là où ça va être très intéressant quand on va écrire le premier principe, c'est que la partie que j'ai dessinée en vert clair, eh bien, va être commune aux deux états et donc va permettre un petit peu de se simplifier.
Donc finalement, dans la partie orange, ici, on va noter les variables d'état qui sont P1, V1 et T1. Et dans la partie rose de l'état final, on va noter les variables d'état P2, T2 et V2. P2 et T2 étaient les pressions en aval de l'écoulement définies tout à l'heure, suffisamment loin de la paroi poreuse. P1 et T1 étaient les pressions et températures en amont de la paroi poreuse, suffisamment loin. Et V1 pardon, et V2 sont les volumes de ces deux petits morceaux de deux systèmes. Donc finalement, maintenant, on peut maintenant écrire le premier principe. On peut maintenant écrire le premier principe, car on a un système fermé. Il s'est déplacé, certes, mais il est fermé, ce système. Il n'y a pas de problème. On a également, donc, plutôt comme le système est fermé, pardon, je vais gommer, hop, on a donc la masse à l'instant t plus dt, qui est égale à la masse à l'instant t, car stationnaire. Et on a aussi que la masse de sigma i est égale à la masse de sigma f, car système fermé. Ça, on va en avoir besoin tout à l'heure. Donc voilà tout ce qu'on a. Donc on écrit le premier principe. Donc le premier principe s'écrit delta U plus delta E macro égale W plus Q, tout simplement. Donc ici, on a, comme on l'a dit dans les hypothèses, delta E macro qui est proche de 0, ou tout du moins qui est négligeable, puisqu'on n'a pas de variation d'énergie potentielle de pesanteur et une variation d'énergie cinétique qui est négligeable. On a W qu'on va calculer tout à l'heure. On a Q qui est égal à 0. Et delta U, c'est égal à l'énergie interne de sigma F moins l'énergie interne de sigma I. C'est donc égal à l'énergie interne de sigma 1 de T plus dt plus sigma 2 de T plus dt moins l'énergie interne de sigma 0 de T plus sigma 1 de T. Or, l'énergie interne est additive et extensive, donc on peut ici écrire que l'on a U de sigma 1 à l'instant T plus dt plus U de sigma 2 à l'instant T plus dt moins U de sigma 0 à l'instant T moins U de sigma 1 à l'instant T. Or, le problème est stationnaire, et c'est là que la stationnarité est très importante. Or, le problème est stationnaire, donc U de sigma 1 de T plus dt est égal à U de sigma 1 de T. D'accord? Puisque l'énergie interne ne dépend pas du temps. Donc finalement, ces deux termes vont se simplifier. Et ça va nous simplifier énormément le travail, puisque delta U est égal maintenant à U de sigma 2 moins U de sigma 1. Tout simplement. Et pourquoi ça c'est intéressant? Bien parce que vous vous rendez compte maintenant que c'était sigma 0 ici, tout ce qui est sigma 1, c'est-à-dire tout ce qui contient la paroi poreuse, tout ce qu'on ne sait pas traiter, eh bien, a disparu. Étant donné que le problème est stationnaire, sigma 1 de t est égal à sigma 1 de t plus dt pour l'énergie interne. Donc tout ce qui concerne la paroi poreuse a disparu de notre traitement et donc finalement n'intervient pas dans le problème. Donc ça c'est très simple, delta U c'est U de sigma 2. Donc U de sigma 2, on pourrait dire que c'est la petite masse de l'élément orange. Si on notait dm, la masse de cet élément orange, qui est égale à dm de la masse de cet élément rose, puisqu'on a dit que m de t plus dt était égal à m de t et que m de sigma i était égal à m de sigma f. Donc ça, finalement, ça nous permet d'écrire que cette variation d'énergie interne, on pourrait l'écrire comme dm fois l'énergie interne massique de sigma 2 moins dm fois l'énergie interne massique de sigma 0, si on avait besoin de faire intervenir la masse de chacun des échantillons violets et roses. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, on verra plus tard dans l'année le premier principe pour les systèmes ouverts, où là, on a besoin de faire intervenir ça. Donc, maintenant qu'on a la variation d'énergie interne, il ne reste plus qu'à calculer le travail. Le travail, c'est le seul, finalement, si je voulais un petit peu rédiger ça, le seul travail non nul et le travail des forces de pression extérieure
qui s'exerce sur les systèmes sigma 0 et sigma 2. Vous n'avez pas de travail des forces de pression qui s'exerce au niveau des parois qui définissent la canalisation, puisqu'on a dit que ces parois étaient rigides. Par contre, vous voyez bien que ici, au niveau du système orange, alors je vais peut-être refaire un petit peu le dessin. Au niveau là, vous avez la paroi poreuse. Au niveau du système orange, eh bien, vous avez évidemment, donc on avait un sigma 0 qui était là. Vous voyez, c'est le même sigma 0 tout à l'heure. Ici, vous avez par contre des forces de pression qui s'exercent sur le système orange. Et de même, en sortie, là, vous allez avoir sigma 2. Là, vous avez également des forces de pression qui vont s'exercer dans ce sens sur votre système numéro 2. D'accord ? Donc là, il y a des travails de force de pression à prendre en compte. Et donc, on a pour sigma 0 une compression, c'est-à-dire que le volume passe de V1 à 0. Et pour sigma 2, on a une détente. Donc là, on peut en déduire que le travail au niveau de sigma 2, que je vais appeler travail 2, est négatif. Ici, on a que le travail 0 est positif. Et on a finalement, comme la pression est uniforme au niveau de chacun des petits volumes qui sont suffisamment petits, orange et rose, on a finalement que le travail 0, qui est une compression, eh bien, est égal à P1 V1. Et le travail au niveau de la détente, c'est moins P2 V2, tout simplement. Et donc, on a déduit que le travail est égal à P1 V1 moins P2 V2. D'accord ? Donc, voilà tout ce qu'on a. Les énergies internes, on va les renommer U2 moins U0 pour que ce soit plus clair. Et donc, finalement, le premier principe, donne, il donne U2, on a delta U, c'est-à-dire U2 moins U1 égale P1V1 moins P2V2. Tout le reste nous donnait absolument 0. Donc, ce qu'on appelle U2 et U1, ici, je vous rappelle, c'est l'énergie interne du petit volume orange s'appelle U1, l'énergie interne du petit volume rose ici s'appelle U2. Et elles sont définies par la masse de chacun des petits éléments, dm fois les énergies internes massiques, qui sont des variables qui sont intensives et qui sont définies localement dans le petit volume. Et donc finalement, ça peut se réécrire que U2 plus P2V2 moins U1 plus P1V1 égale 0, ce qui vous permet normalement de reconnaître ici les enthalpies. Et donc on se retrouve en fait avec le fait que H2 moins H1 est égal à 0, et donc H1 égale H2. Donc la détente de Joule-Thomson, ou Joule-Kelvin, celle-ci, contrairement à la détente de Joule-Gay-Lussac, elle est isenthalpique. Et ça, il faut le savoir par cœur. Il ne faut pas savoir refaire la démonstration à chaque fois, c'est un peu long. C'est intéressant de l'avoir vu une fois dans sa vie, puisque ce sera exigible l'an prochain, donc autant savoir le faire. Mais la détente de Joule-Thomson est isenthalpique, d'accord ? C'est-à-dire que delta H pour une détente de Joule-Thomson est égal à 0. Delta U pour une détente de Joule et Gay-Lussac est égal à 0. Ce n'est pas la même chose. On pourrait avoir la même discussion que ce qu'on a eu sur le Joule Gay-Lussac, s'il s'agit d'un gaz parfait. Donc s'il s'agit, remarque, s'il s'agit d'un gaz parfait, comme l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température, ça voudrait dire delta H de Joule-Thomson égale 0 implique delta T égale 0, donc la température ne doit pas changer. Donc encore un moyen de tester si un gaz est parfait, vous lui faites subir une détente de Joule-Thomson. Si jamais vous ne mesurez pas de variation de température, ça veut dire que votre gaz est parfait. S'il y a une variation de température, ça veut dire que le gaz n'est pas parfait. Donc voilà pour la détente de Joule-Thomson. Pensez bien à refaire la démonstration de temps en temps. Ce n'est pas un raisonnement forcément si facile. Il faut bien penser à définir un système fermé qui se déplace au cours du temps, bien penser à définir les deux petits systèmes qui ne sont pas communs et qui sont les seuls à intervenir dans le premier principe du fait de la stationnarité du problème, chose de très importante. Ensuite, calculer le travail des forces de pression, ça c'est pas le plus difficile, et montrer que c'est isenthalpique. Donc s'il y a bien une chose que vous devez retenir au-delà de la démonstration, c'est le fait que delta H
égale 0. Ça, retenez-le absolument par cœur. Vous verrez que dans les problèmes de thermodynamique, parfois on vous dit on considère un système subissant une détente de Joule-Thomson. On ne va pas vous rappeler que delta H égale 0. C'est à vous de dire ah oui, détente de Joule-Thomson veut dire delta H égale 0. Donc voilà pour la détente de Joule-Thomson, qui est la deuxième détente. Et j'espère que c'était clair. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.